Il se réveilla dans une forêt, mais pas selon le modèle usé qui arrive souvent dans les livres, où le héros tombe du ciel, se souvient de sa vie passée, attrape immédiatement une épée et se met à philosopher. Il ouvrit simplement les yeux, allongé face contre terre dans l'herbe humide, et pendant plusieurs secondes ne comprit absolument rien. D'abord, il y eut l'odeur de la terre mouillée, des feuilles pourries, de la résine des arbres. Puis un son quelque part très haut au-dessus de lui, un oiseau criait. Quelque chose courait rapidement le long des branches, et tout près, légèrement à gauche, de l'eau gouttait. Puis le corps revint, une douleur dans les épaules, une paume engourdie, une égratignure sur la joue. Il s'assit. La forêt était dense, sombre, haute. Les arbres se dressaient si proches les uns des autres, comme s'ils bloquaient délibérément la vue. Pas de route, pas de signe, pas de ville. Seulement la forêt, le silence et le sentiment qu'il s'était retrouvé très loin de tout ce qui lui était familier. Il ne se souvenait pas comment il était arrivé ici. Et c'était le pire de tout. Son nom ne remonta pas tout de suite non plus. Puis par fragments, comme un mot sur le bout de la langue que l'on n'arrive pas à saisir pendant longtemps. Lin. Oui, Lin. Il se leva lentement et, avant tout, s'examina. Des vêtements simples, étranges pour sa mémoire, mais confortables. Une tunique courte, un pantalon grossier, des bottes souples en cuir, une ceinture de cuir à la taille. Pas d'armes, pas d'affaires. Il se tenait là et ne comprenait qu'une seule chose. Il devait bouger. Si tu ne sais pas où tu es, cherche d'abord des gens. Puis de l'eau, puis un abri. Ce n'était pas une connaissance venue de ce monde. C'était du bon sens. Lin marcha. Pendant les 2 premières heures, il marcha simplement. La forêt ne changeait pas. Des arbres, des buissons, de la mousse, des racines. Quelque part au loin, quelque chose de grand, gris-brun, passa en un éclair, et Lin s'arrêta instantanément. Mais la créature disparut avant qu'il ne comprenne ce que c'était. Peut-être un cerf, peut-être autre chose. Il n'alla pas vérifier. Une demi-heure plus tard, il trouva un ruisseau. Petit, propre, avec de l'eau froide. Lin but, se lava le visage et s'assit sur une pierre à proximité. Ce n'est qu'alors qu'il commença à réaliser à quel point tout cela était étrange. Il ne comprenait pas où il était, ne comprenait pas comment il était arrivé ici, ne comprenait même pas s'il y avait des gens ici. Et pourtant, il y avait encore un fait étrange. Il lui semblait qu'on l'observait. Au début, ce n'était qu'une sensation, puis un bruissement. Pas un seul, plusieurs. De légers craquements de branches quelque part derrière son dos, trop discrets pour être accidentels, trop réguliers pour ne pas être remarqués. Lin ne se retourna pas immédiatement. Il resta assis, faisant semblant de boire de l'eau, et réfléchit. S'il était observé, alors quelqu'un était là. Si quelqu'un était là, il n'était pas seul. S'il n'était pas seul, il ne devait pas paniquer. Il se leva et continua comme s'il n'avait rien remarqué. Mais maintenant, il écoutait déjà. Le bruissement se répéta, puis encore. Et alors Lin comprit. Ce n'était pas un animal. Les animaux se déplacent autrement, trop prudemment, trop régulièrement. Une personne le suivait. Lin ne courut pas. Cela aurait été stupide. Si on te suit et que tu cours, celui qui te suit comprendra immédiatement que tu as remarqué la surveillance. Et si la personne est prudente, elle se cachera ou attaquera depuis une position avantageuse. Lin choisit autre chose. Il fit semblant de continuer à marcher, mais changea légèrement son itinéraire. Il déboucha dans une petite clairière où les arbres étaient plus espacés et où le sol était couvert de hautes herbes. Puis il s'arrêta près d'un tronc tombé, s'accroupit, comme s'il essayait de reprendre son souffle. Il se donna 2 minutes. Puis il fit brusquement un pas de côté, contourna un arbre et se cacha derrière les buissons. Attendre était difficile. Son cœur battait lentement, mais lourdement. Ses mains étaient humides, sa tête était vide et en même temps trop pleine de pensées. Et puis un mouvement. Une petite silhouette sortit prudemment dans la clairière, regardant autour d'elle. Lin ne vit qu'une silhouette, petite, mince, avec quelque chose ressemblant à une longue cape faite de peau. La silhouette s'arrêta à l'endroit où il venait d'être assis et commença à tourner la tête. Lin ne comprenait pas qui c'était, un homme ou une femme. Mais il comprit que le moment était venu. Il sauta. La personne dans la clairière n'eut même pas le temps de crier. Lin la renversa, la plaqua au sol et lui arracha des mains une courte lance faite d'os et de bois. Pendant une seconde, ils luttèrent. Puis la silhouette se figea. Lin appuya plus fortement l'inconnu contre le sol
et vit seulement maintenant son visage. C'était une fille, très jeune, peut-être de son âge. Ses cheveux étaient sombres, tressés en nattes grossières. Elle portait une tenue primitive étrange. Du cuir, de la fourrure, des os en ornement, des lanières attachées autour de la taille et des épaules. Mais ce qui le surprit le plus, ce furent ses yeux, méfiants, furieux, effrayés tout à la fois. Elle dit quelque chose d'un ton sec et rapide. Lynn ne comprit pas un seul mot. Elle essaya de se libérer. Il la maintint. Et alors la fille parla de nouveau, plus fort cette fois, presque en criant. La langue était étrange, mais familière, très familière. Lynn se figea. Il ne comprenait pas tout, mais il en saisissait le sens. Comme si son discours était proche de sa langue natale, seulement certains sons avaient changé, certains mots étaient mélangés et certaines terminaisons étaient différentes. La fille continua de parler et Lynn commença à distinguer des mots isolés. « Lâche-moi, maintenant. Père, roi, tu mourras. » Il cligna des yeux. « Roi » répéta-t-il à voix haute. La fille cessa de résister pendant une seconde, le fixa et dit de nouveau quelque chose rapidement. Lynn comprit soudain. Elle ne faisait pas que le menacer. Elle croyait vraiment qu'il avait fait quelque chose de terrible. Et il comprit aussi qu'il ne devait peut-être pas être trop brutal avec elle. Lynn relâcha lentement sa prise et recula. La fille rampa aussitôt en arrière, leva la lance et la pointa vers lui. Lynn leva les mains. « Calme, dit-il. » Elle fronça les sourcils. « Tu parles ? Notre langue ?» Les mots étaient étranges, brisés, mais le sens était clair. Lynn hocha lentement la tête. Un peu. La fille devint encore plus méfiante. « Qui es-tu » Il resta silencieux. Que répond-on à une personne quand on ne sait pas soi-même où l'on est ? Lynn, dit-il finalement, en se désignant. Je m'appelle Lynn. Elle le répéta, prudemment, comme si elle goûtait le nom. Lynn, étranger. Il hocha la tête. On dirait bien. Elle plissa les yeux. Tu me suivais ? Lynn écarta les mains. Je pense que c'était l'inverse. La fille s'enflamma, comme s'il l'avait insultée personnellement. Je ne suivais pas. Je vérifiais. Vérifiais quoi ? Si tu es dangereux. Lynn la regarda attentivement. Elle se tenait avec une assurance surprenante pour son âge. Pas comme une servante, pas comme une fugitive, comme une personne habituée à être obéie. Et cela finit par s'assembler dans sa tête. Elle n'était pas seulement une fille de la forêt. Elle venait d'une tribu, et, à en juger par ses paroles, cette tribu la considérait comme quelqu'un d'important. « Tu as dit !» « Père roi » dit Lynn avec prudence. La fille se redressa comme si cela allait de soi. « Oui, père roi de la tribu Hara. » Lynn cligna des yeux. « Tribu ? Oui, tribu. Une grande tribu. » Elle le regarda de nouveau avec irritation. « Et toi, tu restes encore là à poser des questions stupides. Dis-moi plutôt, es-tu un guerrier, un chasseur ou un voleur ?» Lynn répondit honnêtement. Ni l'un ni l'autre. Elle le fixa comme si c'était le pire aveu possible. « Alors tu es inutile. Merci. » Ce n'est pas un merci. Lynn esquissa soudain un sourire. La fille n'apprécia pas son rire. Elle fronça les sourcils et se leva brusquement. « Je vais t'emmener auprès de mon père. Il décidera quoi faire de toi. »« Maintenant ? Oui ? Et si je refuse ?» Elle leva la lance. « Alors je te frapperai sur la tête et je te porterai quand même. » L'un regarda la lance, puis elle. « Compris. » Elle fut légèrement embarrassée par son calme, mais le cacha vite. « Allons-y, et n'essaie pas de courir. » Lynn hocha la tête, parce que, premièrement, il n'y avait nulle part où courir, et deuxièmement, si elle était vraiment la fille du roi, alors cela pouvait expliquer où il avait fini. Et c'était déjà quelque chose. Ils marchèrent longtemps. La fille ne donna pas son nom tout de suite. Ce n'est que lorsque la forêt devint plus clairsemée et que les premiers signes de vie humaine apparurent à l'horizon, de la fumée, des troncs abattus, un chemin, qu'elle lança par-dessus son épaule. « Je m'appelle Yara. » Lynn répéta « Yara ». Elle hocha la tête. « Retenue. »« Oui. » Pendant qu'il marchait, Lynn essaya de mieux comprendre son discours. À chaque heure, il devenait plus compréhensible, comme s'il avait vraiment déjà entendu cette langue. Il commença à saisir des schémas. Ce mot, semblait-il, signifiait « aller ». Celui-ci « père », celui-ci « étranger ». Certaines choses correspondaient presque complètement à sa langue, d'autres étaient déformées. Cela ne l'aidait pas à comprendre pourquoi, mais cela l'aidait à ne pas se sentir complètement perdu.
Yara jetait parfois un regard en arrière vers lui, comme pour vérifier s'il s'était enfui. Mais l'un marchait simplement en silence. Enfin, ils arrivèrent à une colonie. Ce n'était pas seulement un village, plutôt une grande colonie tribale, entourée d'une palissade de gros troncs. Les maisons étaient longues, basses, faites de bois, d'argile et de peau. Au centre se trouvait une place ouverte avec un feu. Des gens allaient et venaient, portaient de l'eau, réparaient des filets, aiguisaient des os et des pierres. L'un fut remarqué immédiatement. Les gens à la porte se figèrent. Un garde appela rapidement quelqu'un à l'intérieur. Plusieurs enfants coururent dehors pour regarder. Des femmes s'arrêtèrent avec des paniers. Yara leva fièrement le menton. « J'ai amené un étranger. » Les gens autour commencèrent à murmurer. L'un sentit des dizaines de regards sur lui et comprit déjà que la situation était mauvaise. S'il le considérait comme une menace, tout se terminerait vite. Et en effet, quelques minutes plus tard, un homme sortit vers eux. Grand, large d'épaules, avec des ornements faits de crocs et de plaques de bronze. Son visage était dur, son regard l'était tout autant. C'était clairement un homme de pouvoir. Dans une tribu, le pouvoir se voit immédiatement, à la manière dont l'espace se dégage autour de lui. Yara dit immédiatement d'une voix forte « Père !» Donc c'était le roi de la tribu Hara. Il regarda l'un comme s'il était de la saleté sur sa lance. Le roi ne demanda pas qui il était, d'où il venait, ni ce qu'il faisait près de sa fille. Il leva simplement la main et dit « Tuez-le ». Lin n'eut même pas le temps d'être surpris. 4 guerriers avancèrent immédiatement avec des lances. Yara se plaça brusquement entre eux. « Non !» Le roi fronça les sourcils. « Écarte-toi, ma fille. Il ne m'a pas attaqué. C'est un étranger. Il peut être utile. » L'un les regarda et, pour la première fois, comprit vraiment à quel point tout était différent ici. Pas de tribunaux, pas de conversation. Étranger signifie menace. Menace signifie mort. Yara regarda son père avec la même colère avec laquelle elle avait récemment regardé l'un. « Je l'ai capturé moi-même », dit-elle d'une voix forte. « Il ne connaît pas notre manière de vivre, ne connaît pas nos lois. Ce n'est ni un chasseur ni un guerrier. Mort, il ne vaut rien. Mais vivant, il peut apporter un bénéfice. » Le roi se tourna brusquement vers elle. « Tu le défends ? Je propose une solution raisonnable. Tu t'oublies ? » « Non, je réfléchis. » La place devint silencieuse. L'un se tenait là et comprenait. Sa vie était en train d'être décidée maintenant, et rien ne dépendait de lui. Le roi observa lentement l'un de la tête aux pieds, puis regarda de nouveau sa fille. Et quel bénéfice pourrait-il bien y avoir avec cet étranger ? Yara ne recula pas. Il peut parler notre langue, presque comme nous. Mais il n'est pas de la tribu, il vient de l'extérieur. Il sait peut-être plus qu'il ne le dit. Et s'il ne sait pas, on peut le forcer à travailler. Qu'il soit esclave, un esclave vivant. Cela fit se figer l'un, un esclave. Le roi aussi tomba dans la réflexion. Était-ce mieux que la mort ? Pas pour l'un, mais pour le roi, oui. Les gens de la tribu commencèrent à chuchoter. Un vieil homme dit quelque chose à propos d'un cadeau. Un autre qu'un étranger pouvait apporter le malheur. Quelqu'un était d'accord avec Yara, quelqu'un avec le roi. Finalement, le souverain dit « Il vivra ». Lin expira presque imperceptiblement. Mais le roi n'en avait pas fini, comme esclave. Yara hocha calmement la tête, comme si c'était exactement ce qu'elle avait essayé d'obtenir. Mais Lin vit. Elle n'était pas indifférente non plus. Elle savait simplement cacher ses émotions mieux que beaucoup d'adultes. Le roi le regarda. « Tu ne seras pas tué, pour l'instant. Mais tu travailleras. Et si tu essaies de t'enfuir, tu mourras. » Lin hocha la tête. Il n'avait pas d'autre choix. Les esclaves dans la tribu Hara n'étaient pas enchaînés. C'est ce qui surprit Lin le plus. On ne les mettait pas au fer, on ne les enfermait pas dans du fer. Mais ils étaient surveillés. Ils n'étaient pas autorisés à quitter la colonie. On leur donnait le travail le plus dur. On ne les appelait pas par leur nom, mais par leur rôle. Pierre, eau, bois, terre. On donna à l'un du travail sur le chantier. Il resta silencieux, observa et tira des conclusions. La colonie manquait clairement d'ordre. Les maisons étaient construites différemment par différentes personnes, sans système commun. Les chemins étaient tortueux. Les provisions étaient stockées de manière désorganisée. Les gens perdirent du temps dans des actions répétées qui auraient pu être simplifiées. Les outils traînaient n'importe où. Personne ne comptait systématiquement le temps et les ressources. L'un comprit, la tribu vivait par la force, mais pas par l'organisation. C'était une faille, et les failles pouvaient être utilisées.
Le soir, on lui donna un bol de ragoût épais et un morceau de viande dure. Lin s'assit au bord de la place, mangea lentement et écouta les gens parler. Il pouvait déjà comprendre presque tout. Pas parfaitement, mais suffisamment. Ils parlèrent de la prise de la tribu voisine, de la façon dont la saison de chasse serait difficile. Quelqu'un jurait à propos d'une lance cassée. Quelqu'un parlait d'Yara, trop intelligente, trop obstinée, exactement comme son père. Lin écoutait et retenait. Puis il remarqua que quelqu'un marchait vers lui. C'était Yara. Elle s'assit en face de lui sans cérémonie, fixa le bol, puis lui. « Tu es un esclave étrange ?» Lin haussa les épaules. « Merci, ce n'est pas un merci, je m'en souviendrai. » Elle renifla, puis demanda soudain « D'où viens-tu » Lin se tut. Lui-même ne savait pas quoi répondre. Dire la vérité signifiait admettre qu'il ne savait pas. C'était déjà la vérité, mais peut-être pas le genre de vérité qu'il comprendrait ici. « Je me suis réveillé dans la forêt, dit-il, et je ne me souvenais de rien. » Yara fronça les sourcils. « Absolument rien ?»« Presque. »« Et la langue ?»« Je la connais, mais pas complètement. » Elle le regarda avec suspicion, mais plus avec la colère d'avant. « Tu n'es pas comme un étranger ordinaire. Et toi, tu n'es pas comme une fille de roi ordinaire. » Elle plissa les yeux. « Attention, je peux changer d'avis et dire à mon père que tu es inutile. » Lin la regarda calmement. « Alors tu devras chercher un autre esclave qui sait écouter et réfléchir. » Elle ne put se retenir et esquissa un sourire. Ce fut le premier petit changement. Lin le remarqua. Le lendemain, le premier événement utile se produisit. L'un des bâtisseurs laissa tomber une poutre et toute la structure qu'ils essayaient de construire pour stocker le grain faillit s'effondrer. La tribu allait tout réparer depuis le début, en criant et en jurant. Lin regarda le support incliné, puis la fixation, puis le toit. Et il comprit que le problème était évident. Il leva la main. « Puis-je » Tout le monde se tut. Le maître bâtisseur principal le fixa. « Tu es un esclave. Tu sais seulement porter. » L'un montra la poutre. « Si elle est fixée ici et ici, la charge sera répartie autrement. Alors le support ne se déplacera pas sur le côté. » Les gens autour échangèrent des regards. Quelqu'un esquissa un sourire. Quelqu'un dit « Écouter un esclave est une mauvaise idée. » Yara se tenait à proximité avec sa lance et regardait Lin avec curiosité. « Montre-nous, dit-elle. Cela s'avéra plus important que n'importe quel ordre. Parce que lorsque la fille du roi dit « Montre-nous », les autres ne riment plus avec autant d'assurance. Lin s'approcha, examina rapidement la structure et commença à expliquer avec des mots simples où placer un appui supplémentaire. Il ne connaissait pas les termes locaux, alors il montra simplement avec ses mains. L'un des vieillards grogna d'abord, mais comprit ensuite le schéma et se tut. Quand ils eurent tout fixé, la structure devint vraiment plus solide. Les gens échangèrent des regards. L'un d'eux dit doucement « L'étranger sait construire ». À partir de ce moment-là, ils commencèrent à le regarder autrement. L'un ne fit pas semblant que c'était une coïncidence. Il comprit que c'était une chance. Si tu veux survivre dans un nouveau monde, deviens d'abord utile. Pas forcément aimé, pas forcément libre, mais utile, absolument. Il commença aussi à remarquer d'autres choses. De mauvais canaux d'eau. La chaleur quittait les maisons trop vite. La nourriture était mal stockée. Les gens perdaient beaucoup de temps dans des passages désordonnés entre les tâches. La chasse était menée sans système. Les armes étaient bien fabriquées. Mais la quantité de travail défectueux était trop élevée parce qu'il n'y avait pas de norme unique. Lin ne proposa pas tout de suite. D'abord, il observa, puis il vérifia. Ce n'est qu'ensuite qu'il parla. Yara l'observait avec intérêt. Elle venait de plus en plus souvent, parfois avec des questions sur la forêt, parfois avec des conversations sur les autres tribus. Parfois, elle s'asseyait simplement à proximité pendant qu'il travaillait. « Pourquoi penses-tu tout le temps ?» demanda-t-elle un jour. Lin ne leva pas les yeux de son travail. « Parce que sinon je mourrais vite. Tu es étrange. Tu l'as déjà dit. » Je le dis différemment à chaque fois. Il esquissa un sourire. « Et pourquoi viens-tu » Elle le regarda sans gêne. « Parce que mon père te considère comme un esclave. Cela veut dire que personne ne t'écoutera sauf moi. Et je m'intéresse à ce que tu diras ensuite. » Lin hocha la tête. C'était honnête. Et l'honnêteté est la meilleure base pour la confiance, même si au début la confiance est minuscule. 2 semaines plus tard, le roi le convoqua lui-même. C'était inattendu. Lin entra dans la tente principale le dos droit, mais à l'intérieur il était toujours tendu. Une mauvaise réponse et tout finirait. Le roi était assis près du feu. À côté de lui se trouvaient 3 guerriers anciens et une prêtresse. Yara se tenait derrière son père, les bras croisés.
Le roi regarda l'un pendant longtemps. « Tu as construit le grenier. »« Oui. » « On dit qu'il est plus solide maintenant. »« Oui. » « On dit que tu as réparé l'évacuation de l'eau. »« Oui. » « On dit que tu poses trop de questions. » Lin réfléchit une seconde. « C'est vrai. » L'un des guerriers renifla, mais le roi leva la main. « Pourquoi ? Parce que je ne comprends pas comment tout est organisé chez vous. Et alors, as-tu déjà compris ? » Non, mais j'ai commencé. Le roi resta silencieux. Le prêtre à côté de lui murmura quelque chose doucement, mais le souverain l'ignora. Puis le roi demanda « Pourquoi es-tu même en vie, étranger ?» La tente devint silencieuse. Lin ne s'était pas attendu à une telle question. Mais la réponse vint aussitôt, pour ne pas disparaître. Le roi plissa les yeux. « Et c'est tout ? » Pour l'instant, oui. C'était une réponse honnête, très honnête. Et pour une raison quelconque, c'était exactement ce qui fonctionna. Le roi resta silencieux quelque temps, puis dit « Tu n'es pas un lâche. » L'un ne répondit pas. Yara, derrière lui, sourit presque imperceptiblement. Le roi continua. « Tu es utile, mais souviens-toi, tu es un esclave. Ta tête m'appartient. » Lin hocha la tête. « Je comprends. Et si tu deviens encore plus utile, je réfléchirai à ce que je ferai de toi ensuite. » Ce n'était pas un ordre miséricordieux. C'était la première fissure dans le mur. L'un le sentit. L'hiver arriva rapidement dans la tribu Hara. Le froid devint plus fort. La chasse devint plus difficile. Les gens commencèrent à dépenser davantage de force pour survivre. Plusieurs familles étaient malades. Dans l'un des camps éloignés, la réserve de viande séchée s'épuisait. Le roi était nerveux. L'un le vit. Et c'est précisément alors qu'il fit quelque chose qui changea tout. Il proposa un système de stockage et de distribution. Pas immédiatement, pas bruyamment, pas avec un discours. Il montra simplement un jour comment la viande pouvait être divisée pour qu'elle se conserve plus longtemps, puis expliqua comment la sécher en fines lanières. Puis il suggéra d'établir un entrepôt commun au lieu de laisser les provisions séparément chez chaque famille. Puis de marquer qui recevait combien et combien il rendait. Au début, les gens résistèrent. Ils ne l'avaient jamais fait ainsi. Pourquoi compter ? Si nous laissons cela en commun, quelqu'un volera. L'étranger ne connaît pas nos coutumes. L'un ne discuta pas avec émotion. Il montra le résultat. Après 1 mois, la nourriture dura plus longtemps. Après 2, ils se disputèrent moins. Après 3, ils avaient une ressource libre. Tout le monde le remarqua, même le roi. Yara fut la première à le dire à voix haute. « Tu changes la tribu. » L'un la regarda. « Un peu, non, beaucoup. » Elle le dit sans peur, sans doute. Et pour la première fois, il n'y avait pas seulement de la curiosité dans sa voix, mais aussi du respect. Et alors quelque chose d'inattendu se produisit. Une nuit, la colonie fut attaquée. Les attaquants vinrent de la forêt du Nord, une autre tribu, de vieux ennemis. Les cris d'alerte réveillèrent les gens trop tard. L'un se réveilla à cause du bruit, courut dehors et vit le feu. Des cris, de la fumée, des hommes avec des lances, des femmes emmenant les enfants, des gardes qui n'avaient pas eu le temps de se regrouper. Le roi était déjà en armure et criait des ordres. Yara se tenait avec une lance à l'entrée principale. L'un comprit aussitôt, si tout se passait maintenant comme d'habitude, la tribu perdrait beaucoup de gens. Et alors il commença à penser non pas comme un fugitif, mais comme une personne capable d'organiser. « Emmenez les enfants vers les maisons de l'Ouest » cria-t-il. « Pas tous en même temps, par groupe de 5, chasseurs vers la ligne extérieure. Ne combattez pas en foule. » Au début, personne ne l'écouta. Puis un guerrier cria « Il a raison, faites ce qu'il dit !» C'était Yara. Elle cria l'ordre plus fort, et les gens se mirent immédiatement en mouvement. Leng courait déjà vers le dépôt des lances. Il comprit rapidement où se trouvait le point faible de l'attaque. Les ennemis arrivaient par un passage étroit entre les maisons, et si une barrière était créée là, leur mouvement pouvait être brisé. Il n'était pas le combattant le plus fort, mais il savait voir la structure. Il dit à 2 hommes de renverser de lourds chariots et de bloquer le passage. Puis il cria « Mettez le feu à l'herbe humide de ce côté. La fumée ira dans leurs yeux. » Quelqu'un obéit. Et soudain, le chaos devint organisé. Pas parfaitement, pas joliment, mais organisé. Les ennemis commencèrent à perdre leur élan. Le roi vit cela et, pour la première fois, regarda l'un non pas comme un esclave, mais comme quelqu'un qui pouvait décider de l'issue d'une bataille. L'un ne se précipita pas en avant sans réfléchir. Il n'était pas un héros à qui une épée suffisait. Il travaillait là où il était utile. Il dirigeait, distrayait, fermait des passages, criait des ordres, suggérait ou frappait.
Et c'était exactement cela qui sauva plusieurs vies. À la fin de la bataille, les ennemis reculèrent. La tribu survécut. Quand tout fut terminé, l'un se tenait dans la fumée, respirant lourdement, et réalisa soudain que tout le monde le regardait. Le roi Ara s'avança lentement vers lui. Il était blessé à l'épaule. Mais il se tenait droit. Il regarda l'un pendant longtemps. Puis il dit « Aujourd'hui, tu n'es pas seulement un esclave. » L'un ne répondit pas. Le roi regarda son peuple derrière lui, puis lui de nouveau. « Aujourd'hui, tu as sauvé une partie de ma tribu. » Yara se tenait à proximité et le regardait comme si seulement maintenant elle avait compris qui il était vraiment. Le roi resta silencieux un moment et ajouta « Demain, nous parlerons de nouveau. » Le lendemain, l'un ne fut ni enchaîné, ni puni, ni envoyé porter des pierres. Il fut convoqué dans la tente du roi. Cette fois, seul le roi et Yara étaient là. Le souverain avait l'air fatigué. Il resta silencieux longtemps, puis dit « Tu sais construire, tu sais compter, tu sais voir les points faibles. Et hier, tu as sauvé des gens. » L'un se tenait droit. « Oui, tu restes un esclave selon ma loi. » Lin hocha la tête. « Mais je vais te donner une nouvelle position. » Yara se tourna vers lui. Le roi continua. « Pas esclave, pas guerrier, pas invité, conseiller pour les travaux et les provisions. Tu seras responsable de la construction, du stockage, de la distribution de la nourriture et de l'ordre dans la colonie. » L'un n'y crut pas tout de suite. « Pourquoi » demanda-t-il finalement. Le roi le regarda droit dans les yeux. « Parce que tu es utile, et parce que la tribu doit devenir plus forte, pas seulement combattre. » C'était presque un aveu. Presque. Mais pour un début, c'était suffisant. Yara sourit lentement. « Je t'avais dit qu'il pouvait être utile. » Le roi lui lança un regard. « Tu as eu raison trop souvent. » Elle ne fut pas embarrassée. « C'est de famille. » Pour la première fois depuis longtemps, Lin sentit que sous ses pieds apparaissait non pas seulement du sol, mais un chemin. Long, difficile, flou, mais un chemin. Ce soir-là, Lin resta longtemps assis près du feu et regarda la colonie. Les gens autour vivaient encore des vies difficiles. Le froid était toujours là. Les ennemis existaient toujours. La tribu pouvait encore s'effondrer à cause d'une seule erreur. Mais maintenant, il avait un point d'appui. Pas la force, pas une épée, pas un titre, l'influence. Et Yara le remarqua la première. Elle s'approcha avec une tasse de décoction chaude et s'assit à côté de lui. « Tu es une personne importante maintenant, » dit-elle. L'un esquissa un sourire. « Juste un peu, ne mens pas. Père t'écoute déjà. Il écoute le résultat. C'est presque la même chose. » Lin regarda le feu. « Et maintenant ?» Yara resta silencieuse un moment, puis dit « Maintenant, tu dois rendre notre tribu plus forte que les autres. » L'un se tourna vers elle. « Seulement la nôtre ?» Elle inclina légèrement la tête. « Et pourquoi pas ?» Il ne répondit pas tout de suite. Parce qu'une pensée naissait déjà dans sa tête, dangereuse et vaste. Si une tribu pouvait être rendue plus forte, alors deux pouvaient l'être aussi. Et 3 et 10. Si l'une apprend à construire, compter, organiser, négocier, distribuer et se défendre, alors une tribu cessera d'être seulement un groupe de personnes survivant dans la forêt. Alors une tribu deviendra un État. L'un regarda le feu et comprit. Ce n'était que le début. Et quelque part au-delà des forêts vivaient d'autres tribus. Elles étaient non plus nombreuses. Elles étaient plus fortes. Elles ne savaient pas que bientôt apparaîtrait un étranger, quelqu'un qui savait faire ce qu'elles ne pouvaient pas. Un étranger qui était autrefois devenu esclave. Un étranger qui avait capturé la fille du roi. Un étranger qui ne savait pas encore qu'à partir de cet instant précis, commençait le chemin vers le pouvoir sur tout le continent. Et Yara était assise à côté de lui, comme la première personne dans le nouveau monde qui n'avait pas peur de son avenir. 6 mois avaient l'info passé depuis la nuit où Lin avait sauvé pour la première fois la tribu Ara. Pendant ce temps, beaucoup de choses avaient changé. Pas immédiatement, pas brusquement, mais assez pour que même les plus obstinés commencent à remarquer « l'étranger n'était pas seulement utile, il changeait la manière même dont la tribu vivait ». Maintenant, il n'y avait pas un grand grenier dans la colonie, mais 3. La chasse était menée selon un calendrier. Les provisions étaient distribuées selon des listes. Les maisons commencèrent à être construites non pas comme chacun le voulait, mais selon un schéma commun, pour conserver la chaleur. Des endroits séparés apparurent pour les ateliers, les entrepôts, les soins et la cuisine. Les gens grognèrent au début, puis ils s'y habituèrent,
Puis ils commencèrent à remarquer qu'il y avait moins de personnes affamées, moins de querelles aussi, et que survivre devenait plus facile. Le roi Hara ne l'admettait pas à voix haute, mais il écoutait Lin de plus en plus souvent. Yara l'observait de plus en plus attentivement à chaque mois. Au début, elle venait simplement par curiosité, puis pour discuter, puis pour débattre des affaires. Maintenant, presque chaque jour. Et Lin remarqua que quelque chose d'étrange était né entre eux. Pas de l'amitié, pas de la confiance au sens plein, plutôt une tension constante qui ne gênait pas, mais au contraire, le faisait penser à l'autre personne presque tout le temps. Cela irritait l'un. Yara, semblait-il, le remarquait et y prenait plaisir. « Tu es encore silencieux, dit-elle un soir, alors qu'ils étaient assis près du nouvel entrepôt construit selon son schéma. Je réfléchis. Tu l'as déjà dit. Cela signifie que je réfléchis souvent. Ou tu ne sais tout simplement pas parler aux gens, sauf de bois et de provisions. Lin la regarda. Et toi, sais-tu seulement parler avec des pics? Oui, c'est ma force. Il renifla. Elle sourit. L'un ne faisait pas que construire. Il commença à enseigner aux jeunes. D'abord des choses simples. Comment compter les provisions? Comment répartir les devoirs? Comment remarquer les points faibles dans le stockage de la nourriture? Puis comment lire les traces d'animaux? Comment poser des pièges, non pas chaotiquement mais systématiquement? Comment construire de petits abris en cas de mauvais temps? Certains adolescents écoutaient avec intérêt, d'autres avec méfiance. Mais les enfants apprennent toujours plus vite que les adultes s'ils voient de l'utilité. L'un des garçons, aux longs bras et trop maigre, dont le nom était Tech, dit un jour « Tu parles comme si tu avais déjà été un chef. » L'un ne répondit pas tout de suite. « Je n'étais personne, dit-il plus tard. C'est pour cela que je sais comment cesser d'être personne. » Cela plut à beaucoup, pas à tous bien sûr. Les vieux guerriers le traitaient avec suspicion. Surtout ceux qui étaient habitués à considérer la force comme la seule monnaie. Ils croyaient que Lin rendait la tribu trop molle. Et de tels propos devenaient de plus en plus bruyants. Un jour, un guerrier ancien nommé Rag vint dans la grande tente du roi. Il était massif, avec un visage rude et un nez qui avait autrefois été cassé. Rag avait toujours été mécontent de Lin et ne le cachait pas. « Roi, dit-il directement, les gens pensent trop aux provisions et pas assez aux ennemis. L'étranger nous a rendus paresseux. » Le roi resta assis en silence. Yara se tenait à proximité, les bras croisés. Lin était là aussi. Il avait été appelé pour une discussion sur la distribution de la viande après la chasse d'hiver. Rag pointa son doigt vers Lin. « Il enseigne la faiblesse. » Lin le regarda calmement. « J'enseigne comment survivre plus longtemps. C'est la même chose pour les lâches. » Yara fit brusquement un pas en avant. « Attention !» Rag esquissa un sourire. « La fille du roi protège maintenant un esclave ?»« Je protège la raison, » le coupa-t-elle. Le roi leva la main. Silence. Puis il regarda Lin. « Réponds pour toi-même. Pourquoi devrions-nous t'écouter toi et pas Rag ?» L'un ne commença pas à discuter de la force. Il comprenait que c'était un piège pour les gens simples. Si tu commences à prouver que tu es plus intelligent, ils te traiteront de mou. Si tu commences à crier, ils te traiteront de faible. Si tu restes silencieux, tu as perdu. Alors il le dit autrement. Parce que lorsque la tribu mange bien, elle peut envoyer plus de chasseurs et perdre moins de gens. Parce que lorsque les maisons sont construites correctement, les enfants et les vieux n'y gèlent pas. Parce que lorsque les provisions sont comptées, vous ne mourrez pas de faim pendant une mauvaise saison. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une réserve de force. Rag esquissa un sourire. Une réserve de force, c'est une lance. Non, dit Lin, ce sont les gens. Si tu perds un guerrier à cause de la faim ou du froid, ton ennemi t'attaquera quand même. Si tu gardes 10 personnes en vie grâce à l'ordre, tu as déjà plus de lances que celui qui s'est simplement vanté de sa force. Le roi le regarda pendant longtemps, puis demanda « Tu penses toujours comme ça ?»« Oui, même quand on te frappe ?» Lin ne cligna pas des yeux, surtout dans ce cas. Yara esquissa un sourire presque imperceptible. Rag voulut dire autre chose, mais le roi l'interrompit. « Assez, j'en ai assez entendu. » Il regarda Lin. « Continue à travailler. Et toi, Rag, tu veilleras à ce que les guerriers l'écoutent pour les affaires domestiques. » Rag devint cramoisi, mais il n'osa pas discuter. Lin comprit alors une chose importante. Le pouvoir ne gagne pas toujours en criant. Parfois, il tient simplement la pause plus longtemps que les autres. Au printemps, des invités arrivèrent. Pas des ennemis, pas encore. C'était la tribu Sorg, des voisins qui vivaient au sud. Ils envoyèrent 3 personnes avec des cadeaux. De la viande séchée,
des pots et un couteau de pierre bien fabriqué. En échange, il demandait à commercer pour du sel et des conseils de chasse. Le roi Ara se montra méfiant, mais les accepta. L'un comprit au premier regard que ce n'était pas une simple courtoisie. C'était de la reconnaissance. Les Sorgues étaient venus vérifier si la tribu Ara avait changé après l'étrange étranger. Yara remarqua son regard. « Quoi? Ils ne font pas simplement du commerce. Quoi d'autre? Ils regardent à quel point vous êtes fort et à quel point vous pouvez être utile. » Yara regarda les invités plus attentivement. « Tu penses qu'ils veulent une alliance? Pas encore. D'abord, une évaluation. Et que devons-nous faire? » L'un répondit calmement. « Montrer l'ordre, pas la force pour la force. » Elle hocha la tête. Cela devint le premier test de son nouveau système. On montra les entrepôts aux invités. On leur montra les ateliers. On leur montra comment la viande était distribuée. On leur montra les cadres de séchage et les collecteurs d'eau. On leur montra les nouvelles maisons où les enfants n'étaient plus écrasés par le froid en hiver. Les gens de la tribu Ara étaient nerveux au début, mais l'un leur avait expliqué à l'avance que plus ils seraient calmes, plus l'impression serait forte. Yara l'aida silencieusement et rapidement. Quand les invités de la tribu Sorgue partirent, l'un d'eux, un ancien avec une longue tresse, s'attarda à la porte et dit au roi Ara, « L'esprit de votre colonie a changé. » Le roi ne répondit pas, mais l'un remarqua que son sourcil bougea légèrement. Le soir, le roi appela l'un séparément. « Parle !» L'un comprit immédiatement de quoi il était question. Ils nous comparent aux autres, et ils veulent comprendre si nous pouvons devenir des partenaires ou une menace. Le roi le regarda pendant longtemps. « Tu nous as rendus plus utiles. »« Oui. Est-ce bien ou mal ?» L'un ne répondit pas tout de suite. « Au début, bien. Plus tard, dangereux. Parce que les tribus fortes attirent toujours l'attention. » Le roi hocha la tête. « Alors il est temps d'apprendre à être non seulement fort. » L'un le regarda avec intérêt. « Mais quoi ?» Le roi resta silencieux un moment, puis dit « Nous devons être ceux que l'on ne peut pas briser. » Ce fut le premier véritable aveu. L'un se souvint de ces paroles. Il commença à parler plus souvent avec Yara. Elle était toujours sarcastique, mais maintenant quelque chose d'autre s'y mêlait, du respect, presque imperceptible au premier regard. Un soir, ils marchèrent le long de la palissade. « Sais-tu que les gens discutent déjà à ton sujet ?» demanda-t-elle. « À propos de quoi exactement ? Certains pensent que tu es dangereux, d'autres que tu es utile. Un troisième groupe que père te rendra bientôt libre. » Lane renifla. « Et lequel d'entre eux a raison ?» Yara s'arrêta. « Probablement tous. » Il la regarda. « Et toi, qu'en penses-tu » Elle ne répondit pas tout de suite. D'habitude, elle répondait vite. Cela signifiait déjà que la question était importante. « Je pense que tu es venu ici non par hasard. » L'un se figea. « Pourquoi ?»« Parce que trop de choses ont coïncidé. Tu es apparu quand la colonie était au bord du gouffre. Tu sais faire ce que nous ne savons pas faire. Tu n'as pas peur de discuter avec père. Et toi ?» Elle hésita une seconde. « Tu ne me regardes pas comme la fille du roi ?» Lay ne savait pas quoi répondre. Elle fit un pas plus près et ajouta plus doucement. « Habituellement, tout le monde soit me craint, soit essaie de me plaire. Toi, tu ne fais ni l'un ni l'autre. Et qu'est-ce que je fais ?» Yara le regarda droit dans les yeux. « Tu me traites comme une personne. » C'était une phrase simple. Mais pour une raison quelconque, elle sonnait plus fort que n'importe quel aveu. Lynn détourna le regard. « Parce que c'est ce que tu es, une personne. » Yara sourit légèrement. « C'est pour cela que tu es dangereux. » Au milieu de l'été, le premier grand malheur se produisit. La rivière, dont dépendait la moitié de la vie de la tribu, déborda après de fortes pluies. Une partie des pièges fut emportée, 2 passages furent détruits, les entrepôts inférieurs furent inondés. Plusieurs personnes faillirent se noyer. Les réserves de viande furent mouillées. Le travail s'arrêta pendant plusieurs jours. Ce fut un coup dur. Les gens commencèrent à paniquer. Quelqu'un avait déjà commencé à dire que c'était un mauvais signe. Rag recommença encore une fois à grogner que l'étranger apportait non pas l'ordre, mais le malheur. L'un ne discuta pas. Il agit. Il divisa les gens en groupes. Le premier pour sauver les provisions sèches, le deuxième pour renforcer la berge, le troisième pour restaurer les chemins vers les hangars de séchage, le quatrième pour construire des passerelles temporaires. Il ne fit pas tout lui-même. Et c'était la clé. Avant, la tribu agissait comme une foule. Maintenant, comme des équipes. Yara a aidé sur la berge, trempée jusqu'aux os, furieuse et concentrée. « Tu n'aurais pas dû avoir raison aussi souvent » cria-t-elle à l'un lorsqu'une autre planche se mit en place. Lui, mouillé et furieux aussi,
cria en retour. « Tu aurais préféré que j'aie tort ?»« Non, mais c'est agaçant. » Il rit, elle aussi. Même dans le désastre, il y avait quelque chose de vivant, de fort, de réel entre eux. Le soir venu, ils avaient réussi. La tribu ne perdit personne. Elle perdit une partie de ses provisions. Oui, mais pas tout. Et surtout, elle vit qu'une crise pouvait être survécue. Après cela, plus personne n'osa dire que l'un n'apportait que le malheur. Le roi Ara commença à traiter l'un différemment après l'inondation. Il ne le déclara pas libre immédiatement. Cela aurait été un pas trop brusque, et le roi le comprenait. Mais il fit quelque chose qui, dans leur monde, ne signifiait pas moins. Il donna à l'un une tente personnelle, lui assigna 2 assistants, lui permit de circuler librement dans la colonie sans surveillance. Et surtout, il commença à l'appeler non plus comme un esclave, mais comme un conseiller. Tout le monde le remarqua. Et un soir, le roi dit devant Yara et plusieurs anciens, « L'un n'appartient pas au sol, comme un esclave, mais il ne nous appartient pas non plus comme une personne ordinaire. Il doit servir la tribu non avec une chaîne, mais avec une parole. » C'était presque la liberté. Presque. Ling comprit, le roi n'aimait pas lâcher le contrôle. Il ne faisait que ce qu'il considérait utile. Mais même cela était un pas en avant. Plus tard, Yara lui dit directement, « Père te teste. Je sais. Et si tu le déçois, il te transformera de nouveau en travail, pas en personne. » Ling hocha la tête. « Je comprends. » Elle le regarda. « N'aie pas peur. Tu en as déjà fait trop pour qu'il puisse simplement t'écarter. » L'un renifla. Réconfort douteux, mais honnête. En automne, le roi l'appela dans la tente en tête-à-tête. C'était inattendu et important. Lin entra, s'inclina. Le roi était assis près du feu. Sur la table se trouvait une carte, grossière, dessinée par les mains de l'homme plusieurs mois auparavant et maintenant corrigée avec des marques locales. Le roi leva la tête. « Tu sais que les gens t'appellent déjà par différents noms. » L'un se tendit. « Lesquels exactement ? Étranger, bâtisseur, conseiller, l'esclave de l'un. » L'un resta silencieux. Le roi continua. « Je n'aime pas le mot « esclave » dans ce lien. Il a commencé à gêner l'affaire. Et là, l'un comprit, quelque chose d'important allait se produire. Le roi se leva. « À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus un esclave. » L'un n'y crut pas tout de suite. « Quoi ? Tu n'es plus un esclave ?» Yara, qui se tenait à l'entrée, se figea. Le roi continua. « Mais tu restes sous ma protection et à mon service. Ce n'est pas la liberté dans les terres étrangères. C'est la liberté dans la tribu Ara. » Lin sentit tout s'arrêter en lui. Il avait attendu cela pendant 6 mois. Mais quand cela arriva, il ne sut pas quoi ressentir. « Pourquoi ?» demanda-t-il doucement. Le roi le regarda droit dans les yeux. « Parce que tu as apporté à la tribu plus de bénéfices que beaucoup de mes guerriers. Et parce que si je veux que tu me construises en un avenir, je ne peux pas te garder comme une chose. » Lin ne répondit pas tout de suite. Puis il s'abaissa lentement sur un genou, non pas comme un esclave, mais comme une personne prenant une décision. « Je servirai la tribu Ara. » Le roi hocha la tête. « Bien. » Yara se détourna légèrement pour cacher ses émotions. Mais l'un remarqua quand même qu'elle souriait. Après la libération, la vie ne devint pas plus facile. Elle devint plus compliquée. Parce que maintenant, l'un n'était plus seulement un étranger utile. Il devint une personne qui pouvait influencer directement le destin de la tribu. Et cela signifiait une responsabilité. Le roi commença à le consulter sur les questions des voisins, du commerce, de la défense et de la construction de nouvelles maisons. Rag grognait toujours. Les jeunes guerriers commencèrent à le respecter davantage. Les vieux devinrent plus prudents. Les femmes devinrent plus calmes parce qu'avec son système de nourriture et de logement, la vie devint plus facile. Quant à Yara, elle devint différente à ses côtés. Pas plus douce, non, mais elle le regardait plus souvent longuement et en silence, comme si elle essayait de comprendre comment une personne pouvait être si calme et si dangereuse en même temps. Un jour, au coucher du soleil, elle demanda « Que veux-tu ensuite ?» Lin ne répondit pas tout de suite. Maintenant qu'il était libre, la question sonnait différemment. D'abord, rendre la tribu plus forte. Et ensuite, il regarda la ligne de l'horizon. Ensuite, comprendre pourquoi je me suis retrouvé ici. Yara resta silencieuse. Et si ce continent est composé de dizaines de tribus qui vivent dans la peur, la faim et la guerre constante, continua-t-il doucement, alors quelqu'un doit le changer. Elle se tourna vers lui. « Tu parles comme si tu voulais unir tout le monde. » L'un réfléchit une seconde, et puis répondit très calmement. « Peut-être que c'est exactement cela. » Yara le regarda pendant longtemps, puis dit
Tu es fou. Peut-être. Et c'est effrayant. Pour les ennemis, oui. Elle esquissa un sourire. Et à cet instant, l'un comprit pour la première fois, elle n'était pas seulement la fille du roi de la tribu. Elle était la première personne de ce monde qui avait commencé à marcher à ses côtés, non pas parce qu'elle le devait, mais parce qu'elle le choisissait. Et cela était plus dangereux que n'importe quel serment. À l'hiver, de nouveaux invités vinrent dans la tribu Hara. Cette fois, pas avec de la reconnaissance, pas avec un cadeau, avec une demande. La tribu Sorg, ces mêmes voisins qui auparavant n'avaient fait qu'observer, vint demander de l'aide. Ils avaient commencé une famine interne après la sécheresse. Et plus important encore, des chasseurs nomades venus de l'Est pressaient leur terre. Le roi Hara les reçut dans la grande tente. L'un se tenait à proximité. Yara aussi, l'envoyé principal de la tribu Sorg, un homme mince au visage gris, baissa la tête et dit « Nous demandons un échange. Du grain contre de la protection, de la nourriture contre de l'ordre. » Le roi regarda l'un. L'un baissa légèrement la tête et dit doucement « Si nous les aidons maintenant, ils s'en souviendront toute leur vie, et peut-être qu'un jour ils nous aideront. » Le roi resta silencieux un moment, puis hocha lentement la tête. « Dis-leur, la tribu Hara aidera. » L'envoyé n'y crut pas tout de suite. Comme ça, le roi regarda l'un, puis Yara, puis les guerriers anciens. Pas comme ça, dit-il finalement. C'est ainsi que commence une force qui survit à un hiver. L'un le regarda et comprit, ce n'était plus seulement une tribu. C'était déjà un mouvement. Yara, debout à proximité, lui dit doucement, « On dirait que tu as finalement commencé à changer le monde. » L'un regarda le feu au centre de la tente. On dirait bien, derrière les murs, le vent hurlait. La neige frappait la palissade, mais à l'intérieur il faisait chaud. Et quelque part devant eux, une nouvelle histoire commençait déjà. L'histoire de l'union des tribus, une route à travers le continent, et un homme qui s'était autrefois réveillé dans la forêt comme un étranger, et qui maintenant commençait seulement à comprendre ce que signifiait devenir un souverain. Après avoir aidé la tribu Sorg, beaucoup de choses changèrent. D'abord imperceptiblement, puis de plus en plus vite. Les Hara commencèrent à dire « S'il y a maintenant un allié, alors on n'a pas à craindre seulement la forêt. Si un voisin demande de l'aide et la reçoit, alors ce n'est pas de la faiblesse, mais de la force. Si une tribu a des provisions, de l'ordre et une personne qui sait résoudre les choses non seulement avec ses mains, mais aussi avec sa tête, elle ne fait plus simplement que survivre. » Il devenait en un quelque chose de plus grand. L'un le sentait chaque jour. Il ne travaillait plus comme un étranger près du feu. Maintenant, il s'asseyait à côté du roi lors des conseils, dessinait des schémas, assignait des gens aux tâches, discutait avec les guerriers anciens et vérifiait les entrepôts. Yara était toujours à ses côtés. Parfois comme observatrice, parfois comme adversaire dans une discussion, parfois comme une personne qui venait simplement s'asseoir à proximité quand la journée avait été trop difficile. Et l'un comprenait que c'était avec elle qu'il lui était le plus facile de parler. Non pas parce qu'elle était douce, au contraire. Elle était directe, obstinée et parfois trop sarcastique. Mais à ses côtés, il n'y avait pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Un soir, alors qu'ils vérifiaient tous les deux le nouvel entrepôt près du mur nord, Yara demanda « Es-tu heureux ?» L'un arrêta même de déplacer les boîtes. « Pourquoi une telle question ? Tu travailles comme si tu devais constamment arriver quelque part à temps. » Il haussa les épaules. « L'habitude, ce n'est pas une réponse. Quel genre de réponse faut-il » Yara le regarda attentivement. « Une vraie. » L'un resta silencieux pendant plusieurs secondes. « Je ne sais pas, dit-il honnêtement. J'ai cessé de vivre d'une manière qui me faisait penser au bonheur il y a longtemps. D'abord, je devais survivre, puis devenir utile, puis aider la tribu. Et maintenant, je ne sais pas. » Yara s'assit sur une boîte à côté de lui. « Et si tout cela était déjà fait ?» Lynn réfléchit. « Alors, probablement, je commencerai pour la première fois à penser à ce que je veux moi-même. » Elle sourit légèrement. C'est presque déjà une réponse. Au printemps, de mauvaises nouvelles arrivèrent. La tribu nord, grande et rude, se déplaçait vers le sud. Ils ne cherchaient pas des négociations. Ils cherchaient du territoire. Leurs chasseurs s'emparaient déjà des anciens sentiers et plusieurs petits groupes avaient disparu. La tribu Hara n'était pas la seule à ressentir la menace. Les anciens s'alarmèrent. Les guerriers commencèrent à se disputer plus souvent. Les provisions commencèrent à être distribuées en cas de siège. Les Sorg envoyèrent un messager avec une demande de réunion. Le roi Hara appela de nouveau l'un au conseil. « La tribu nord vient vers nous, dit-il. » L'un regarda la carte qu'il avait autrefois dessinée lui-même.
Et maintenant, elle était couverte de nouvelles marques. « Pas seulement vers nous », répondit-il. « Ils pressent tous ceux qui sont à proximité. S'ils ne sont pas arrêtés, ils repousseront les faibles et prendront les pâturages. » Rag, assis à proximité, croisa les bras. « Donc la guerre ?»« Peut-être, dit l'un. »« Bien, » répondit Rag sombrement. « Enfin, tu parles comme un homme. » Yara leva les yeux au ciel. L'un regarda la carte. « Ne te précipite pas pour te réjouir. La guerre, ce n'est pas seulement des lances. Ils ont plus de gens. Si nous combattons seulement de front, nous perdrons. » Le roi demanda. « Que proposes-tu » Lynn regarda les marques pendant longtemps. Une alliance. La salle devint silencieuse. « Avec qui » demanda le roi. « Avec les Sorgues, les Tels, et peut-être les groupes de chasseurs du Nord. Si nous pouvons rassembler plusieurs petites tribus en une seule ligne, au Nord ne pourra plus avancer avec autant d'assurance. » Rag renifla. « Et s'ils ne veulent pas, alors nous les persuaderons. »« Comment » L'un regarda le roi. « Par l'action. » Cette fois, Lynn demanda lui-même à prendre la route. Le roi ne voulait pas le laisser partir seul, mais Yara insista. « Les gens ont davantage besoin de lui que dans la tente, dit-elle. Et si quelqu'un doit parler au nom de Hara, c'est lui. » Le roi la regarda pendant longtemps, puis Lynn, puis hocha brièvement la tête. « Prends-en 5. » Ainsi, Lynn partit avec un petit groupe vers la tribu Sorgue. Avec lui se trouvaient Yara, 2 chasseurs, un vieil interprète nommé Ver, et un jeune guerrier, Tech, ce même garçon maigre qui l'aidait depuis longtemps avec les schémas. La route était difficile. Le temps changeait. Les forêts devinrent humides. Des traces étrangères apparurent. Toutes n'étaient pas amicales. L'un comprit. Ce n'était pas simplement un voyage chez les voisins. C'était le premier véritable voyage diplomatique de sa vie. S'ils échouaient, l'alliance s'effondrerait. S'ils réussissaient, quelque chose de plus grand commencerait. La tribu Sorgue les accueillit avec méfiance. Le vieux chef, un homme sec nommé Kell, écouta Lynn en silence, puis resta encore silencieux pendant longtemps. « Tu veux que nous nous unissions avec Hara » demanda-t-il finalement. « Oui. Pourquoi devrions-nous te faire confiance ?» Lynn ne commença pas à faire de beaux discours. Il répondit simplement. « Parce que nous vous avons déjà aidé quand vous en aviez besoin. Parce que nous ne sommes pas venus pour vos terres. Et parce que si Nord passe à travers vous, ils viendront aussi vers nous. Il vaut mieux construire une ligne ensemble que d'être dévorés un par un. » Kell le regarda pendant longtemps. « Tu parles comme un vieux chef. Je compte simplement les conséquences. » Le vieil homme jeta un regard de côté à Yara. « Et la fille du roi est toujours à tes côtés ?» Yara ne cligna pas des yeux. « Et toi, tu poses toujours des questions stupides. » Lynn esquissa un léger sourire. Kell faillit sourire lui aussi, mais le cacha vite. « Je réfléchirai. » Ce n'était pas un refus. C'était un bon signe. Sur le chemin du retour, ils tombèrent dans une embuscade. Pas une grande armée, pas un détachement complet. Seulement 12 hommes de Nord, bien armés et rapides. Ils les attendaient sur un étroit sentier de montagne. Les premières secondes furent dangereuses. Tech eut peur. Un chasseur faillit glisser en bas. Yara leva immédiatement sa lance. Lynn évalua rapidement le terrain. Une pente à gauche, une falaise à droite. Quelques arbres plus haut sur le sentier. S'ils bloquaient le passage et brisèrent le rythme, les ennemis ne pourraient pas se retourner. « Vers l'arbre !» cria-t-il. « Ne restez pas au centre !» Il ne donnait plus seulement des conseils. Il commandait. Yara le remarqua la première et comprit sans mots quoi faire. Elle avança, le couvrant. Lynn ordonna à Tech de ramasser des pierres au bord du sentier, aux chasseurs de frapper d'en haut, à Ver de couvrir la retraite vers le bas. Lui-même, avec 2 guerriers, organisa rapidement une barrière de pierres et de branches mortes. Lorsque les premiers ennemis se précipitèrent en avant, ils perdirent immédiatement leur avantage. L'un vit celui qui semblait être leur chef et cria brusquement. « Maintenant !» Des pierres volèrent vers le bas. Un ennemi tomba. Un autre perdit sa lance. Un troisième roula vers la falaise. Yara combattait à côté de lui avec férocité et précision. Comme toujours, mais maintenant leurs mouvements s'accordaient presque sans mots. C'était inattendu même pour elle. Quand le combat se termina, ils se tinrent sur le sentier parmi la poussière et le sang. Tech tremblait. Le chasseur respirait lourdement. Lynn essuya son front et regarda en bas. Les ennemis avaient reculé. Yara le regarda. « Est-ce que tu paniques parfois au moins ?» Lynn répondit honnêtement. « Oui, je commence simplement à réfléchir juste après. » Elle renifla. « C'est presque la même chose que ne pas paniquer. » « Non, je sais simplement faire semblant. » Elle rit. «
Et pendant une seconde, il y eut quelque chose de très chaud dans ce rire. Quand ils revinrent à Hara, ils furent accueillis différemment maintenant. Non pas comme des gens qui étaient simplement partis chez les voisins, mais comme ceux qui étaient revenus après un véritable danger. Le roi écouta le rapport et resta silencieux pendant longtemps. « Donc Nord frappe déjà tout le monde, dit-il finalement. « Oui, répondit l'un. Et ce n'est que le début. » Le roi hocha la tête. Alors le temps est venu. Pourquoi? Le roi regarda droit devant lui. Pour une alliance. C'était le mot que Lin attendait depuis longtemps. Mais même alors, il ne se permit pas de se réjouir trop tôt. Une alliance n'est pas une amitié, c'est du travail. Il commença à voyager entre les tribus. Sorg, Hara, Tel. De petits groupes de chasseurs du nord. Des gens de la steppe qui vivaient à la frontière entre la forêt et les plaines. Tout le monde ne fut pas d'accord immédiatement. Mais si tu as de la nourriture, de l'ordre, de la défense et des résultats, les gens commencent à écouter. Lin apprit à parler lors des conseils, apprit à régler les différends, apprit à trouver un intérêt commun là où tout le monde n'attendait qu'un avantage, apprit non seulement à construire des maisons, mais aussi à construire la confiance. Et ce fut pendant cette période qu'Hara lui dit pour la première fois ce à quoi il ne s'attendait pas. « Tu n'es plus seulement un conseiller. Alors que suis-je » Elle le regarda pendant longtemps. « Tu deviens un chef. » Lin resta silencieux, puis répondit doucement. « Je n'ai pas demandé cela. Personne ne demande. Cela arrive quand il est déjà trop tard pour refuser. » Il la regarda. Cela semble effrayant, parce que c'est effrayant. À la fin de l'été, le roi Hara convoqua un conseil général. Des représentants de 3 tribus et de plusieurs petits groupes étaient là. L'un se tenait à côté de lui lorsque le roi dit « À partir de ce jour, l'un n'est pas seulement un conseiller. Il parlera en mon nom dans les affaires d'alliance. » La tente devint silencieuse. Ce n'était pas un titre au sens habituel. Mais tout le monde comprit. L'un reçut le droit de mener des négociations, de conclure des accords et de changer l'ordre entre les tribus. Hara, se tenant légèrement sur le côté, le regardait avec l'expression qu'ont les gens lorsqu'ils regardent le chemin de quelqu'un devenir trop grand pour une seule personne. Après le conseil, elle le trouva près de la rivière. « Eh bien alors, grand souverain ?» demanda-t-elle avec sa moquerie habituelle. L'un renifla. « Ne commence pas. Je n'ai même pas encore commencé. » Il s'assit sur une pierre. Hara se tenait à proximité. « Tu comprends que maintenant, non seulement les maisons et la nourriture dépendront de toi, mais aussi les vies d'autres personnes? Ouais. Et tu veux toujours cela? » Lin regarda l'eau pendant longtemps. « Je ne le veux pas au sens où les gens veulent quelque chose d'agréable. » Alors dans quel sens? Au sens où maintenant je ne peux plus faire semblant d'avoir simplement survécu et que c'est tout. Si j'ai la chance de rendre le monde meilleur et que je ne le fais pas, alors pourquoi me suis-je retrouvé ici? Hara resta silencieuse, puis dit doucement « C'est pour cela que je suis resté à tes côtés. » L'un se tourna vers elle. Elle détourna le regard, comme si elle en avait trop dit. Mais elle ne recula pas. En automne, une lettre arriva, d'une tribu inconnue au-delà des marais du Nord. Courte, grossière, mais importante. Il demandait une rencontre, pas encore une alliance, non. Pas encore de l'aide non plus, seulement une rencontre. Et dans la dernière ligne, il était écrit « Nous avons entendu dire que la tribu Hara a un étranger qui peut construire plus que des maisons. » Lin l'a relu 3 fois. Hara, lisant à côté de lui, leva un sourcil. « On dirait que des histoires sont déjà racontées à ton sujet. On dirait bien. Et qu'est-ce que cela signifie ?» Lin plia lentement la lettre. « Cela signifie que les tribus commencent à regarder au-delà de leurs frontières. Est-ce bien? Très. Dangereux? Extrêmement. » Elle sourit. « Alors il est temps pour toi de partir. » Lin la regarda. « Tu viens avec moi. » Ce n'était pas une question. Hara répondit immédiatement. « Bien sûr. » Lin hocha la tête. Parce qu'il avait compris depuis longtemps. Il ne traversait pas les étapes les plus importantes du chemin seul. Le soir avant le départ, Lin se tenait sur la hauteur au-dessus de la colonie Hara. Des feux brûlaient en bas. Les gens cuisinaient, riaient, se disputaient. Des enfants couraient entre les maisons. Des guerriers aiguisaient leurs armes. Les entrepôts étaient plus pleins qu'un an auparavant. Les maisons se tenaient plus droites. L'ordre n'était pas parfait, mais il était déjà vivant. Et Lin comprit soudain que ce n'était plus simplement une tribu. C'était une fondation. Ce qui hier n'avait été que survie devenait aujourd'hui un État, encore rude, tribal, instable, mais déjà en marche vers quelque chose de plus grand. Hara s'approcha et se tint à côté de lui. « À quoi penses-tu »
L'un, sans quitter les lumières des yeux, regarda. Au nombre d'autres colonies comme celle-ci sur ce continent. Beaucoup, et combien d'entre elles vivent aussi durement que nous vivions? Encore plus, il hocha lentement la tête. Alors le chemin sera long. Yara le regarda. Pour la première fois, tu l'as dit comme si tu étais prêt. L'un esquissa un sourire. Je ne suis pas prêt. Et pourtant, tu pars. Oui. Elle resta silencieuse un moment, puis dit très doucement. Moi aussi. L'un se tourna vers elle. Pour la première fois depuis longtemps, il vit sur son visage non seulement de l'audace et de la force, mais aussi quelque chose de plus personnel, plus profond. Mais il ne dit rien, parce que ce n'était pas le moment des mots, c'était le moment de la route. La route vers le nord s'avéra plus difficile que l'un ne l'avait prévu. Non pas parce que le chemin était trop long, non pas parce que les terres étaient hostiles, mais parce que le nord vivait différemment. Là-bas, l'air était plus humide, le sol plus mou, les brouillards plus épais et les gens plus méfiants. Tout ici semblait dire « les étrangers ne sont pas les bienvenus ». Avec Ling voyageaient Yara, 2 chasseurs de Hara, l'un des Sorgues et le vieil interprète vert. La lettre qu'ils avaient reçue les mena au marais de Keln, une vaste basse terre humide où des villages sur pilotis se tenaient entre des buttes et des chemins étroits. Les gens là-bas portèrent de la fourrure, du cuir et des bottes hautes. Leur discours était rude, avec des terminaisons dures, mais l'un le comprenait déjà mieux qu'il ne l'avait autrefois compris lors de son premier jour dans la forêt. À l'entrée de la colonie, ils furent accueillis en silence. Puis un homme aux cheveux blancs et avec une cicatrice sur la joue sortit. Il était plus âgé qu'il ne le semblait au premier regard et avait l'air d'être habitué à régler les disputes par la force. « Vous êtes de Hara, dit-il. »« Oui, répondit l'un. »« Tu es l'étranger ?»« Oui. » L'homme le regarda pendant longtemps. « Je suis Cavre, ancien du Conseil des Marais. » Lin hocha la tête. « Je suis Lin. » Cavre renifla. « Tu sais construire ?»« Oui. »« Tu sais compter ?»« Oui. »« Tu sais ne pas mentir sur toi-même ?» Lin esquissa un léger sourire. Parfois, Yara, à côté de lui, renifla doucement. Cavre sourit presque pour la première fois. « Bien. Alors allons-y. Nous verrons pourquoi tu es venu. » Dans la maison du conseil, il faisait chaud et humide en même temps. Des filets, des herbes séchées et plusieurs masques en bois peint, en noir et rouge, pendaient au mur. Cave s'assit en face de l'un et alla immédiatement droit au but. « Nous avons un problème. Quel genre ? Les gens partent. Pas tous en même temps. 2 à la fois, 3 à la fois. Puis ils ne reviennent pas. Au début, nous avons pensé à des bêtes, puis à des chasseurs étrangers, puis à une maladie. Mais non, quelqu'un fait cela délibérément. » L'un se redressa. « Disparaissent-ils seulement d'un village ? 2, 3. Y a-t-il des traces ? Presque aucune. Le marais avale tout. » Yara fronça les sourcils. « Des enlèvements ? Possiblement, dit Cavre. Ou du recrutement. Ou quelque chose de pire. » Lin réfléchit. « Pourquoi avez-vous écrit précisément à Hara ?» Cavre le regarda droit dans les yeux. « Parce que les rumeurs à ton sujet vont déjà plus loin que le sud. On dit que tu sais non seulement construire, mais aussi unir les gens. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprendra ce qui se passe. » C'était plus important que cela ne pouvait sembler. Ling comprit, ce n'était pas simplement une demande d'aide. C'était un test. S'il s'en sortait, les gens entendraient en parler de lui plus loin. Sinon, le marais se refermerait dans le silence. Il hocha la tête. « Je vais examiner cela. » Cavre renifla encore. « Pas examiner cela. Comprends-le. Et si tu trouves le coupable, nous réfléchirons à une alliance. » Ling sentit Yara se tendre légèrement à côté de lui. L'alliance apparaissait maintenant de plus en plus souvent. Cela signifiait que la tribu Hara commençait déjà à être perçue non comme une seule colonie, mais comme le début d'une force. L'un passa 3 jours dans les villages des marais. Au début, il observa simplement. Les gens ici vivaient serrés, mais pas pauvrement. Les maisons sur pilotis étaient vieilles, mais bien entretenues. Les provisions étaient stockées en hauteur afin que l'eau ne les emporte pas. Des feux de garde brûlaient la nuit près des chemins. Au premier regard, tout semblait normal, mais pas tout à fait. Lane remarqua que c'était surtout de jeunes hommes et plusieurs femmes qui savaient marcher à travers les marais mieux que les autres, qui disparaissaient. Pas des enfants, pas des vieux, exactement ceux qui pouvaient être utiles ailleurs. Il commença à poser des questions, pas directement, avec prudence, par la nourriture, par les réparations, par l'échange. Et progressivement, il comprit l'essentiel. Ceux qui disparaissaient
étaient ceux qui se plaignaient plus souvent que les autres des conditions de vie, ceux qui se disputaient avec le Conseil des Marais, ceux qui voulaient du changement. Et alors Lynn arriva à une conclusion désagréable. « Ils ne sont pas enlevés par des bêtes, dit-il à Yara le soir, et pas par des chasseurs étrangers. Alors par qui? Quelqu'un de l'intérieur. » Elle le regarda attentivement. Un traître ou quelqu'un qui pense emmener les inutiles pour quelque chose de plus grand. Est-ce pire ou mieux? L'un ne répondit pas tout de suite. Pire pour les gens. La nuit, il alla lui-même le long du chemin où la dernière personne avait disparu. Le marais était dangereux. Le brouillard s'épaississait à chaque minute. Lynn marchait lentement, vérifiant les buts avec un bâton. Yara marchait à côté de lui, elle avait insisté. « Si tu t'enfonces, je ne te tirerai pas dehors, dit-elle à l'avance. Merci pour le soutien. Je suis honnête. » Il esquissa un sourire. La trace était faible, mais Lynn la vit. Pas une empreinte humaine directe, cela aurait été trop simple. Il trouva un morceau de tissu accroché à une racine. Puis sur le côté, la marque d'un traînement. Et enfin, l'odeur à peine perceptible de fumée et de graisse. « Il y avait un camp ici, dit-il doucement. »« Récent? Oui. » Ils examinèrent l'endroit. Un feu éteint, une gourde vide, un os brisé et des empreintes menant vers un sol plus sec. Lynn s'accroupit et toucha le sol. Ils ne sont pas allés loin. Qui? Il leva la tête. Des gens. Et ils cachent quelque chose. La piste les mena à une vieille tour sur l'eau. Pas une tour au bon sens du terme. C'était une énorme maison du conseil, abandonnée depuis longtemps, dressée sur d'épais pilotis de bois dans la partie la plus humide du marais. Autrefois, on y avait stocké du poisson et des herbes. Maintenant, les fenêtres étaient condamnées par des planches et des gardes se tenaient autour. Yara comprit immédiatement. « C'est ici. » Lynn hocha la tête. Trop de gardes pour un entrepôt abandonné. Ils se cachèrent dans le brouillard et observèrent. 1 heure plus tard, l'un des gardes fit sortir 2 personnes aux mains liées. Tous 2 venaient des villages des marais. L'un marchait seul, l'autre tenait à peine debout. Lynn serra les dents. « Donc nous avons raison. » Les gardes remirent les prisonniers à l'intérieur. Lynn regarda par les fenêtres. « Que font-ils là-dedans » murmura Yara. « Je ne sais pas. » Mais au bout d'une minute à peine, un son étrange vint de l'intérieur. Quelque chose comme du métal frappant du bois. Puis un autre. Et une odeur. De la graisse brûlée. De l'herbe. Du sang. L'un regarda brusquement Yara. « Nous devons entrer. »« Maintenant ?»« Oui, nous sommes 3 contre 7. »« 4, dit-elle doucement en sortant sa lance. Lynn la regarda. « J'ai dit 3. Tu te considères plus importante ? Quel dommage. » C'était exactement dans des moments comme cela qu'il comprenait pourquoi il était plus facile de respirer à ses côtés. Ils n'entrèrent pas par la porte. L'un trouva une échelle latérale menant à une vieille plateforme technique pour les bateaux. Le bois était pourri, mais il tint. À l'intérieur de la tour, il faisait sombre et lourd. Au niveau inférieur se trouvait une table, des lampes et plusieurs hommes. Au centre de la pièce se trouvait un bol de pierre avec de la peinture rouge. Sur le sol, il y avait des marques qui semblaient rituelles. L'un s'accroupit derrière une poutre et vit l'essentiel. Les prisonniers n'étaient pas simplement retenus, ils étaient préparés. L'un des hommes dessinait quelque chose sur leurs bras. Le deuxième lisait un texte. Le troisième vérifiait des couteaux. « Ce ne sont plus seulement des enlèvements, » murmura Yara. « Non. » Lynn observa encore quelques secondes et comprit qu'il n'avait pas le temps d'être prudent. « Quand je le dirai, nous frappons vite. Nous ne les laissons pas donner l'alarme. »« Compris. Et ne tue pas si ce n'est pas nécessaire. » Elle le regarda. « Tu es trop gentil pour la guerre. »« Non. Je sais simplement que trop de morts sont pires qu'un seul ennemi. » Elle ne répondit pas, mais hocha la tête. Lynn inspira. Maintenant. Ils firent irruption rapidement. Lynn frappa le premier, non pas avec une épée, mais avec une lourde planche, renversant l'un des hommes. Yara se précipita à droite, faisant tomber le deuxième avec sa lance. Les gardes bondirent. L'un réussit à crier, mais Tech, qui cette fois était aussi avec eux, surgit de derrière la poutre et s'agrippa à son bras. Tout se passa très vite. L'un remarqua que l'une des personnes dans la pièce, la plus âgée, avec un tatouage sur le cou, essayait de briser le bol de pierre. Il comprit immédiatement. Si c'était un rituel, le bol ne devait pas être détruit. Il fallait le prendre. « À gauche !» cria-t-il à Yara. Elle s'y précipita, détournant un coup. Lynn attrapa le bol à 2 mains et le tira loin de la table. À cet instant, l'ancien avec le tatouage cria « Vous ne comprenez pas ce que vous faites. Le marais doit vivre. » L'un se tourna brusquement vers lui. « Par des enlèvements, en sélectionnant les meilleurs. Et que faites-vous d'eux »
L'homme cria de douleur quand Yara fit tomber le couteau de sa main. Et alors la vérité commença à couler. Il s'avéra que le conseil de l'ancienne partie des villages des Marais avait décidé depuis longtemps. Les faibles et les contestataires devaient être retirés. Les jeunes et les forts devaient être emmenés secrètement et envoyés dans un autre endroit où l'on faisait d'eux des travailleurs pour un grand centre dont personne n'était censé connaître l'existence. Lee entendit cela et se figea. Centre? Quel centre? L'homme cracha du sang. Ils construisent là-bas une nouvelle alliance. Un vrai pouvoir, pas comme le vôtre. L'un sentit tout se refroidir en lui. Donc quelqu'un construit déjà une union. Mais pas comme une alliance. Ce n'est qu'après l'interrogatoire qu'ils comprirent qui c'était. Pas un seul conseil tribal. Pas un seul ancien des Marais. Derrière tout se tenait un homme des terres du Sud, un marchand nommé Valt, qui, sous prétexte d'échange, fournissait à plusieurs tribus les mêmes grains, tissus et métal. Il achetait la loyauté, quelque part avec du pain, quelque part avec des armes, quelque part avec la peur. L'un écoutait attentivement et posait des questions les unes après les autres. Qui le sert? Quelles tribus sont déjà sous son contrôle? Où est le centre? Qui est responsable des rituels? Combien de personnes ont disparu? Les réponses formaient une image effrayante. Val ne faisait pas simplement du commerce. Il construisait un pouvoir caché. Dans les marais, dans le nord, dans le sud. Il créait un réseau qui pourrait plus tard avaler tous les faibles. Lin ne le comprit pas tout de suite, mais dès qu'il le comprit, il se ressaisit immédiatement. « Ce n'est plus un désastre local », dit-il doucement à Yara. « C'est le début d'un grand système. » Elle le regarda sérieusement. « Et que vas-tu faire ?» Lin leva les yeux. « Je vais le déchirer avant qu'il ne devienne trop fort. » Le lendemain, ils retournèrent à la maison du conseil des gens des Marais. Cavre écouta le rapport en silence. Puis pendant longtemps, se frotta le visage avec les mains. Donc l'ancien conseil était pourri. « Oui, dit l'un. Et tu les as arrachés ?»« Oui. » Cavre le regarda d'un regard lourd. « Tu es venu ici comme un étranger. Maintenant tu arraches notre pourriture. S'il y a de la pourriture à l'intérieur, il vaut mieux l'arracher. » Cavre renifla. « Tu dis cela comme un homme qui a déjà brisé des choses de nombreuses fois et les a reconstruites. » Lin ne répondit pas. Cavre se leva. « Nous ne laisserons pas Vald s'en tirer impuni, mais nous n'avons pas la force d'entrer en conflit ouvert. Alors il n'est pas nécessaire d'y aller ouvertement. » Cavre plissa les yeux. « Explique. » Lin se pencha sur la table et commença à dessiner. « Vous avez 3 villages sur pilotis. Il y a des canaux que seuls les habitants connaissent. Il y a des chemins par lesquels on peut approcher les entrepôts de Valt depuis l'eau. Si nous coupons les provisions, cachons les gens et lui faisons croire que le marais lui-même a commencé à résister, il sera forcé de sortir de l'ombre. » Cavre écoutait très attentivement. Yara, à côté de lui, comprit avant les autres. « Tu veux transformer les gens des Marais en résistance. » Ling hocha la tête. « Oui, pas une rébellion, une résistance. Organisée. » Cavre le regarda pendant plusieurs secondes, puis dit soudain « Tu es un homme dangereux. On me l'a déjà dit, et c'est exactement pour cela que je vais t'aider. » L'un resta dans les marais pendant 2 semaines. Il fit ce qu'il savait faire de mieux, transformer le chaos en système. Il divisa les gens en groupes, nomma des observateurs, composa des routes pour l'eau et les marchandises, marqua des signaux d'alarme, enseigna aux habitants comment conduire secrètement les gens dehors la nuit par les passages marécageux, installa de faux entrepôts. Il ne fit pas d'eux un chef, mais il fit d'eux un peuple capable de résister. Yara fut à ses côtés tout ce temps. Ils se disputaient presque chaque jour. « Tu en demandes trop aux gens, dit-elle. « Non, je veux simplement qu'ils cessent de mourir sans raison. Cela ressemble à la même chose. »« Non. »« Si. » Il la regarda et soupira avec fatigue. « Vas-tu toujours discuter ? » ?»« Si tu as tort, oui. Et si j'ai raison ? » ?»« Alors quand même, juste pour la forme. » L'un secoua la tête. Et pourtant, cela lui plaisait. Lorsque Valt arriva personnellement dans les marais, Ling comprit. Tout avait fonctionné. Le marchand arriva avec des gardes et 3 bateaux de marchandises. Il avait l'air confiant, presque paresseux. Il pensait que tout était sous contrôle. C'était l'erreur. Lin ordonna de ne pas attaquer immédiatement. D'abord, ils le laissèrent s'enfoncer plus profondément dans les marais, puis ils le conduisirent sur une fausse route, puis ils bloquèrent les sorties. Ce ne fut que lorsque Val comprit qu'il était encerclé qu'il était trop tard. Il sortit sur une plateforme en bois au-dessus de l'eau et vit non pas des gens des marais dispersés, mais une ligne organisée. Cavre se tenait à gauche, Lin au centre.
Yara légèrement derrière, avec une lance à la main. Valt rit nerveusement. « Vous pensez sérieusement pouvoir me menacer ?» L'un le regarda calmement. « Non, je pense que tu as déjà perdu. » Valt leva brusquement la main, et ses gardes portèrent la main à leurs armes. Mais les plateformes sous eux avaient déjà été affaiblies. Lynn avait ordonné de remplacer à l'avance une partie des supports. Quand la panique commença, un bateau avec des marchandises pencha sur le côté, le deuxième se prit dans les roseaux, le troisième perdit le contrôle. Pas un massacre ouvert, pas une attaque frontale, une perturbation du contrôle. C'était quelque chose dans lequel l'un était particulièrement doué. Les hommes de Valt commencèrent à reculer. Quelqu'un sauta dans l'eau, quelqu'un se rendit immédiatement. Quelqu'un essaya de fuir. Yara fit tomber l'arme des mains d'un garde avec sa lance et lança à Lynn un bref regard, comme pour dire « Je te couvre ». Il hocha la tête. Valt, voyant tout s'effondrer, pâlit. « Ce n'est pas encore la fin », cria-t-il. L'un fit un pas en avant. Non, ce n'est que le début. Quand Valt fut pris, l'interrogatoire s'avéra être le plus important de tous. Il devint clair qu'il avait réellement construit un centre de pouvoir caché. Pas un État, pas une alliance, un système de soumission. Il voulait rassembler les tribus les plus faibles sous son autorité, leur promettant protection et nourriture, puis subordonner progressivement leur travail, leurs combattants et leurs terres. Ce qu'il appelait le centre devait devenir le noyau du futur continent, mais sans liberté, sans choix, sans alliance honnête. Lynn écouta cela et sentit une fureur froide grandir en lui. Combien de centres comme celui-là? Demanda-t-il. Valt resta silencieux. L'un se pencha plus près. Combien? Il dit enfin 3. La tente devint silencieuse. Cavre expira lentement. Yara resserra sa prise sur la lance. Lynn ferma les yeux une seconde. Donc ce n'est plus une menace locale, c'est un réseau. Et il est déjà allé trop profondément dans différentes terres. Il ouvrit les yeux. Alors nous irons plus loin. Cavre le regarda. Où? L'un répondit calmement. Au centre, au sud, au nord, partout où ils sont. Yara dit doucement. Tu veux vraiment déchirer tout cela? L'un la regarda. Non, je veux construire quelque chose de meilleur à la place. Elle resta silencieuse, puis dit très doucement. C'est pour cela que les gens te suivent. Après les marées, les gens commencèrent à parler de l'un non comme d'un étranger, mais comme d'un homme qui vient et change tout. À Hara, on l'attendait comme un conseiller. À Sorg, comme un allié. Dans les marais, comme celui qui avait exposé la pourriture. Dans les villages du Nord, comme celui qui savait parler de l'avenir sans beaux mots vides. Et avec chaque nouveau lieu, il ne devenait pas simplement plus intelligent, plus dangereux, plus calme, plus précis. Yara ne demandait plus s'il deviendrait un jour grand. Elle voyait que cela arrivait déjà. Une nuit, alors qu'il revenait du Conseil des Marais, elle demanda « Comprends-tu seulement dans quoi tu t'es embarqué ?» L'âne regarda les étoiles. « Oui. Et tu n'as pas peur ?» Il réfléchit. « J'ai peur. » Elle fut surprise. « Vraiment ?»« Bien sûr. Si tu n'as pas peur d'une telle route, alors tu ne comprends rien. » Yara sourit. « Et toi, que comprends-tu » Lynn regarda devant lui, là où le brouillard se dissipait au-dessus du chemin. Que si des centres cachés divisent déjà le continent, alors quelqu'un doit venir avant qu'il ne brise tout. Et ce sera toi? Lynn ne répondit pas tout de suite. Puis il dit « Si personne d'autre ne le peut ». Yara hocha la tête. Ils continuèrent à marcher. Derrière eux restèrent les marais. Devant eux se trouvèrent de nouvelles terres. Et quelque part devant eux, la grande route commençait déjà, celle que l'étranger de la forêt devrait parcourir jusqu'au centre même du continent. Après les marais, l'un ne doutait plus. Quelqu'un, à travers tout le continent, construisait un système de pouvoir qui ressemblait à de l'aide, mais qui en réalité était un piège. Il voyait des signes similaires en différents endroits. D'abord, les gens reçoivent de la nourriture, puis de la protection, puis des règles, puis une dette, puis la peur de tout perdre s'ils partent. C'est ainsi qu'un réseau fonctionne. C'est ainsi que fonctionne la prise de contrôle sans guerre ouverte. Et si auparavant l'un avait combattu pour qu'une seule tribu devienne plus forte, maintenant une tâche d'une toute autre ampleur se dressait devant lui. Pas simplement unir les gens, préserver leur liberté lorsqu'ils s'unissent, c'était beaucoup plus difficile. Il retourna à Hara à la fin de l'automne. Le roi le reçut en silence, écouta le rapport, puis resta longtemps debout près de la carte qu'ils avaient progressivement agrandie depuis presque 2 ans maintenant, et finit par dire « Donc il y a 3 centres cachés, oui, et l'un d'eux est plus proche que nous ne le pensions. » Lynn hocha la tête.
Oui, plus au sud, près des anciennes routes commerciales. C'est là qu'il y a le plus de signes du réseau. Le roi passa lentement son doigt sur la carte. Nous ne pouvons pas frapper partout à la fois. Non, alors nous devons choisir. L'un regarda les marques. Pas choisir, le déchirer depuis les bords. Yara, debout près du mur, releva la tête. Qu'est-ce que cela signifie? L'un répondit calmement. Détruire la source de leurs provisions sûres, révéler la vérité aux gens, les pousser à commencer à douter de ceux qui les aident. Le roi hocha la tête en silence. Il comprenait déjà. L'un ne pensait pas comme un guerrier ordinaire, pas comme un chasseur. Il pensait comme quelqu'un qui construisait des systèmes et savait donc comment les briser. Au printemps, Lin partit vers le sud. Cette fois, Yara n'était pas seul avec lui. Cavre des Marais, 2 sorgues et un jeune artisan de Hara, à qui Lin lui-même avait appris à compter les provisions et à construire des passerelles, les rejoignirent. Le but était simple en mots et très difficile en pratique. Trouver le premier des 3 centres. Les traces les menèrent à une ancienne route commerciale où des caravanes passaient autrefois entre les tribus. Maintenant, plusieurs camps, entrepôts et points fortifiés s'y dressaient. Officiellement pour la protection et l'échange. En réalité, pour le contrôle. Plus ils s'approchaient, plus Léon voyait des détails familiers. Le même système de grains, la même distribution de marchandises, les mêmes formulaires d'échange, même les mêmes mots de la part des responsables locaux. Ce n'est pas seulement du commerce, dit Yara doucement, en examinant l'entrepôt sur la colline. C'est une copie. Lin hocha la tête. Oui, quelqu'un multiplie le même ordre à travers différentes terres. Et pourquoi? Pour que tout le monde dépende d'une seule source. Cavre siffla. Trop intelligent pour un simple marchand. C'est pourquoi je ne pense pas qu'il soit seul, répondit l'un. Il se tenait sur la colline et regardait le camp en bas près de la route. Il y avait des marchandises, des gens, des gardes, des signes d'échange et une longue table où les responsables locaux étaient assis. Une image trop nette, trop correcte. Quand tout est trop correct, cela signifie généralement que quelque chose est caché. L'un ne commença pas par une attaque. Il commença par une conversation. D'abord, il envoya des gens ordinaires dans le camp déguisés en marchands. Ils échangèrent du sel, du tissu et des pots, et en même temps découvrirent qui gérait l'entrepôt, qui signait les listes et qui recevait plus qu'il ne devait. Puis l'un lui-même y entra avec Yara et Cavre. Ils furent accueillis par le responsable, un homme gros, poli et souriant nommé Tar. Il était trop poli, trop calme, trop certain que tout était sous contrôle. « Comment puis-je vous aider ?» demanda-t-il. Lin regarda autour de lui dans l'entrepôt. « Nous sommes venus échanger et examiner les conditions. » Tar sourit. « Bien sûr, nous avons les meilleures provisions de la route du Sud. » L'un regarda les formulaires, les balances, les marquages, les gardes. Et il comprit que tout ici était organisé pour que les tribus ne reçoivent jamais l'image complète. « Montre-moi les listes des livraisons passées, » dit-il. Tar sourit un peu plus largement. « Je crains que ce genre de choses ne soit pas pour tout le monde. Pourquoi? Secret commercial. » Yara renifla doucement à côté de lui. Lin regarda Tar calmement. « Alors vous n'avez pas du commerce, mais du contrôle. » Pendant une seconde, le sourire du responsable disparut, mais il le ramena vite. « Vous êtes trop dur pour un invité, et vous êtes trop net pour un homme honnête. » Tar ne dit rien, mais Lin avait déjà tout compris. Ils avaient trouvé la première cible. La nuit, Lin ne dormit pas. Il alla avec Cavre et Yara vers les entrepôts sur le côté du camp principal. Trop de gardes, trop peu de bruit, trop de caisses fermées. L'un attendit le changement de garde, puis, en utilisant sa connaissance des chemins et des habitudes des gardes, contourna les postes par l'arrière. À l'intérieur, il n'y avait pas seulement des marchandises. Il y avait des listes, des sceaux, des lettres et surtout des livres avec les noms des tribus, des dettes et des obligations temporaires. Lin parcourut plusieurs pages et se glaça. Les noms étaient d'un familier. Hara, Sorgue, les villages des Marais, de petits établissements du Nord. Plusieurs groupes qu'il ne connaissait pas. Ils avaient tous une chose en commun. Dettes, livraison, protection, aide, obligation, délai. Un système de soumission. Et en bas, un signe. Un symbole simple en forme de 3 lignes qui se croisaient. Cavre fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Lin regarda longtemps le signe. Probablement l'un des 3 centres. Yara prit l'un des livres. « Donc ils considèrent déjà les tribus comme les leurs ?»« Oui. Et si nous montrons cela au conseil ?» L'un secoua la tête. « Tout le monde ne croira pas au papier.
Il nous faut plus. Et alors il vit encore une chose. Sur l'étagère du bas se trouvait un livre séparé, usé, pas aussi net que les autres. Il l'ouvrit et vit des registres de personnes qui avaient disparu. Pas les morts, pas les tués, précisément les disparus. Et il y était écrit où ils étaient envoyés. « C'est le centre », dit Lin doucement. Cavre regarda par-dessus son épaule. « Où » Lin referma le livre. « Au sud-est, dans l'ancienne vallée de pierre. » Yara le regarda. « Alors c'est là que nous irons ?» Lin ne répondit pas, parce qu'il comprenait autre chose. S'il y avait un centre là-bas, alors il y en avait deux autres dans d'autres terres. Et s'il se trompait avec le premier, tout le réseau aurait le temps de se renforcer. La vallée de pierre s'avéra pire qu'il ne l'avait prévu. À l'extérieur, une simple fortification. À l'intérieur, tout un camp caché où travaillaient des gens de différentes tribus. Des entrepôts, des rangées d'habitations, des ateliers, des tables communes, des gardes, et tout cela sous couvert d'un centre d'aide pour les terres alliées. Lin se tenait sur une colline et regardait en bas. « Le voilà », murmura Yara. Cavre serra les dents. « Ils gardent des gens ici ?» Lin regarda plus attentivement. « Oui, et pas seulement cela. Ici, ils transforment les tribus en voisins dépendants. »« Comment entrons-nous » demanda l'un des Sorgues. Lin resta silencieux une seconde, puis dit « Pas de l'extérieur. »« Que veux-tu dire ?»« Cela veut dire qu'il y a à l'intérieur des gens qui doutent déjà. Nous devons les trouver. C'était une manœuvre risquée. Très risquée, mais l'un ne pouvait plus se permettre de simplement tout attaquer de front. Il envoya Yara vers les rangées d'habitations du sud, Cavre vers les entrepôts d'eau, et partit lui-même avec le jeune artisan de Hara vers les ateliers où travaillaient des gens de tribus capturés. C'est là qu'il trouva la première fissure. L'un des travailleurs, un homme mince au visage fatigué, le reconnut comme l'étranger de Hara. « Toi, celui qui a construit parmi les gens du Nord ?» Lin hocha la tête. « Oui. » L'homme regarda autour de lui. « On dit que tu es dangereux, que tu détruis l'ordre. Et toi, qu'en penses-tu » Le travailleur regarda ses mains. « Je pense que si l'ordre est maintenu par la faim et la peur, ce n'est pas de l'ordre. » Lin sentit quelque chose cliquer en lui. C'était là, ce moment précis. Pas une bataille, pas un sabotage, pas une menace, mais une personne qui était déjà fatiguée de croire aux mensonges. « Alors écoute attentivement, » dit Lin doucement. « Nous avons besoin de la vérité. Et si tu veux sortir d'ici, tu vas nous aider à ouvrir les yeux des autres. » Tout arriva plus tôt qu'il ne l'avait prévu. L'un des gardes remarqua Yara. L'alarme commença. Cavre mit le feu à un entrepôt avec des tonneaux humides pour bloquer le passage avec de la fumée. Les collines se couvrirent de vapeur. Les gens commencèrent à sortir des ateliers. Quelqu'un courut. Quelqu'un se figea. L'un comprit que maintenant, soit il montrerait la vérité à tout le monde, soit il serait abattu un par un. « Ici !» cria-t-il aux travailleurs. Il se tint directement sur la place centrale et dit à voix haute, pour que les rangées les plus proches puissent entendre, « Ce centre ne vous aide pas, il vous tient en laisse. Ici, vos noms sont transformés en dettes. » Les gens se figèrent. Les gardes se précipitèrent vers lui, mais Yara était déjà à côté de lui. « Montre les livres !» cria-t-elle. Lin leva l'un des registres dans sa main. « Voici la preuve. » Il se précipita en avant et lança le livre aux gens. L'un des travailleurs l'attrapa, l'ouvrit, vit sa tribu, sa dette, son nom, et à cet instant, quelque chose se brisa. Pas en Lin, pas chez les gardes, chez les gens, parce qu'un mensonge ne tient que tant qu'il n'est pas vu. Et une fois qu'il a été vu, il n'y a plus de retour en arrière. Les gens commencèrent à lire, à murmurer, à discuter, à crier. Les gardes essayèrent de rétablir l'ordre, mais il était trop tard. L'un comprit rapidement. Le centre se fissurait non sous un coup, mais sous la vérité. Mais le centre n'était pas vide. Alors que tout commençait déjà à s'effondrer, un homme apparut dans un manteau bordé d'or. Petit, mince, son visage calme, presque amical. L'un comprit immédiatement. Ce n'était pas un responsable, pas un garde, pas un marchand. C'était quelqu'un qui se tenait plus haut. Intéressant, dit l'étranger. Donc les rumeurs à ton sujet n'étaient pas exagérées. Lin leva les yeux vers lui. Et qui es-tu? L'homme s'inclina légèrement. Je m'appelle Émir. Je suis responsable du nœud sud. L'un remarqua, même au moment de l'effondrement, cet homme ne paniquait pas. C'était dangereux. Tu as construit cela? Demanda l'un. Émir répondit calmement. J'ai aidé à unir les faibles. Avec des mensonges, les gens veulent être protégés. Je leur ai simplement donné ce qu'ils demandaient. Lin secoua la tête. Non, tu leur as donné la dépendance et tu l'as appelée protection.
Émir sourit légèrement. « Et pourtant, ils sont ici, pour l'instant. » Émir jeta un regard à l'entrepôt détruit, aux gens qui couraient, à la fumée. « Tu es trop sûr d'avoir raison. Et toi, tu es trop sûr que le contrôle est la même chose que l'ordre. » Émir réfléchit une seconde, puis dit « Peut-être qu'aucun de nous deux n'a entièrement raison. » Lane n'eut pas le temps de répondre, parce qu'Émir leva brusquement la main et ses gardes commencèrent à emporter des papiers, des gens et des livres plus profondément dans le camp. Il n'allait pas combattre jusqu'au bout. Il allait battre en retraite, préserver une partie du réseau et partir. Et c'était pire qu'une guerre directe. Lane se précipita après lui avec Yara. Ils se frayèrent un chemin à travers la fumée, les cris, les caisses qui tombaient et les gens qui se précipitaient. Cavre bloqua l'une des sorties. Les travailleurs à qui l'un avait réussi à montrer les livres commencèrent à refuser d'obéir aux gardes. Certains les aidèrent même. Ce n'était plus une attaque, c'était un soulèvement de vérité. Émir partait par un couloir intérieur vers le puits inférieur. L'un le rattrapa à l'escalier de pierre. « Arrête !» Émir se retourna. « Penses-tu vraiment arrêter un système que des dizaines de tribus ont déjà accepté? S'il est bâti sur la tromperie, oui. » Émir le regarda avec quelque chose ressemblant à du regret. « Tu ne comprends toujours pas l'ampleur. Et toi, tu ne comprends pas que les gens ne sont pas des choses. » Pendant un instant, ils se figèrent face à face. Puis Émir recula. « Aujourd'hui, tu n'as vaincu que le premier nœud, étranger. » L'un fit un pas en avant. « Alors le suivant sera le prochain. » Émir sourit. « Oui, et il sera mieux préparé pour toi que celui-ci. » Après cela, il jeta une sphère de fumée sur le sol et disparut dans le brouillard du passage intérieur. L'un voulut se précipiter après lui, mais Yara lui saisit le bras. « Pas maintenant. » Il la regarda, respirant lourdement. Elle avait raison. S'il le poursuivait à l'aveugle, il perdrait des gens. Et surtout, il prouverait à l'ennemi qu'on pouvait l'attirer par les émotions. Lin serra les dents et hocha la tête. Après la chute du centre-sud, les gens ne se dispersèrent pas immédiatement. C'était la chose la plus importante. Parce qu'ils avaient vu les livres, vu le mensonge, vu que leur dette était artificielle. Mais maintenant, il fallait les maintenir ensemble avant qu'Émir ne revienne avec un nouveau mensonge ou la force. L'un travailla sans dormir pendant 2 nuits. Il organisa des entrepôts temporaires, divisa les gens en groupes, leur donna des tâches simples et dit immédiatement la chose la plus importante. « Vous n'êtes pas obligé d'être ici. Celui qui veut partir, partira. Celui qui veut rester, restera. Mais personne ne vous comptera plus comme la propriété de quelqu'un. » Cela fonctionna. Quelqu'un partit. Quelqu'un resta. Quelqu'un décida de rejoindre Hara. Quelqu'un voulut retourner dans sa tribu et dire la vérité. Et pour la première fois, Lin vit comment un grand système se brise non pas à cause d'une armée, mais parce que les gens cessent d'avoir peur de partir. Yara s'approcha de lui à l'aube. « Es-tu satisfait ?» Lin s'assit avec fatigue sur une pierre. « Non. » Pourquoi ? Parce que ce n'est qu'un seul centre. Elle s'assit silencieusement à côté de lui. « Tu veux toujours aller plus loin ? » « Ouais. Même après cela ?» Il regarda l'aube brumeuse au-dessus de la vallée. « Surtout après cela. » Yara le regarda pendant longtemps, puis dit doucement « Alors tu deviens ce qu'il craignait depuis le tout début. » L'un sourit sans joie. « Et qu'est-ce que c'est ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Un homme qui apprendra aux tribus à être libres. » Sur le chemin du retour, l'un ne pensait qu'à une seule chose. Émir avait dit la vérité. Le centre n'était pas le seul. Le nœud sud n'était qu'une partie du réseau, l'un des 3. Et cela signifiait que 2 autres l'attendaient. Et quelque part là-bas, dans d'autres terres, d'autres personnes construisaient déjà des pièges, sans savoir que l'étranger de la forêt avait appris à voir leur système de part en part. Le soir, déjà à la frontière de Hara, Yara marchait à côté de lui et demanda « Es-tu fatigué ?» L'un répondit honnêtement « Très. Alors pourquoi vas-tu plus loin ?» Il regarda devant lui. « Parce que si ce n'est pas moi, alors qui ?» Yara ne dit rien. Elle marcha seulement un peu plus près à côté de lui. Et quelque part, loin devant, un nouveau chapitre commençait déjà. Un affrontement avec le 2e centre, qui, selon les rumeurs, était bien plus dangereux que celui du Sud. Et si le Sud construisait une fausse protection, alors le Nord, peut-être, construisait quelque chose de bien plus terrible. L'un ne savait pas encore exactement quoi, mais il savait déjà l'essentiel. Il ne s'arrêterait pas.